Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Gymlib Supermood sur la mesure de l'engagement et comment améliorer cet engagement. Je m'appelle Paul Gracian, je suis psychologue du travail chez Supermood et j'ai la chance de co-animer ce webinaire avec Axel Pierre qui est consultante en marque employeur et QVT chez Gymlib. Bonjour Axel. Bonjour. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. On va passer 45 minutes ensemble. D'abord, on va se présenter un petit peu rapidement. Puis après, on parlera un peu du contexte, donc un peu l'état des lieux de l'engagement dans les entreprises, où est-ce qu'elles en sont, quelles sont leurs perceptions par rapport à l'engagement. Et puis, on parlera de solutions pendant une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Et puis enfin, il restera 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc le but, c'est vraiment qu'on ait un échange déjà tous les deux et puis qu'on ait un échange aussi avec les gens derrière leur ordinateur. Donc vous pouvez poser toutes vos questions, vous pouvez interagir sur le chat ou poser vos questions dans l'onglet. Il y a un onglet en haut à droite spécial questions. Comme ça, vous pouvez même upvoter les questions et pour choisir les questions en fait les plus intéressantes. Et comme ça, on y répondra en priorité si jamais il faut. Donc tout de suite, je te propose qu'on se présente, comme ça les gens sauront un petit peu ce qu'on fait et ce que font Supermood et Gymlib. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, d'où tu viens, Bien sûr. Nous présenter la solution Gymlib. Donc Axel Pierre, moi je travaille chez Gymlib depuis 2 ans maintenant sur tous les enjeux en fait de qualité de vie au travail et marque employeur pour les grands comptes. Donc j'amène notamment Gymlib sur des offres de bien-être dans des démarches QVT. Gymlib est une société qui existe maintenant depuis 5 ans, qui est une société française et qui propose des programmes de bien-être en entreprise, notamment via des activités physiques, mais pas que. Ma position, moi, chez les grands comptes, c'est notamment les orienter sur 3 thématiques. Premièrement, la marque employeur sur tous les sujets attraits à l'attractivité et à la fidélisation des talents. Ensuite, la culture d'entreprise pour véhiculer notamment du leadership et de l'engagement collaborateur, ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et enfin, la prévention de santé pour réduire les risques liés au travail, comme les risques psychosociaux, les TMS, le stress et la sédentarité. Ok, merci. Et du coup, moi, donc, je l'ai déjà dit, je suis psychologue du travail chez Supermood. Et donc, à ce titre, j'interviens, en fait, je participe au développement de notre solution, plus principalement sur des missions de conseil auprès de nos clients pour ce soit l'analyse de leurs besoins, de leur situation, leur proposer les bonnes questions et puis analyser leurs résultats et leur proposer des recommandations. À côté de ça, j'ai aussi un côté un peu plus recherche scientifique où je suis derrière mon bureau et je mène un peu des études sur le travail, l'engagement au travail, la santé au travail. Supermood, c'est quoi? C'est simple. C'est en fait une plateforme d'analytique RH qui vous permet de comprendre un peu ce qui se passe dans votre entreprise, comprendre l'engagement dans votre entreprise, notamment à travers du feedback. Ça marche pour des entreprises de 20 employés comme des centaines de milliers d'employés. Et on est donc leader de la mesure de l'engagement en France avec la moitié du CAC 40 pour clients. Et donc, pour aider toutes ces entreprises à comprendre l'engagement dans leur entreprise, on propose 3 produits. Le Super Score, qui est une mesure régulière de la satisfaction de vos équipes. Ça permet en fait d'avoir un peu le pouls de l'entreprise. Ensuite, on a le Super Feedback, là, qui vous permet de faire des sondages avec des questions fermées, des questions ouvertes, donc avoir des données quantitatives et qualitatives sur plusieurs thématiques du vécu de vos employés, donc vraiment les comprendre en profondeur. Et enfin, le Super Like, qui permet ça de donner de la reconnaissance de façon un peu ritualisée, c'est-à-dire une fois par semaine, on va avoir un like, un remerciement qu'on peut envoyer à un collaborateur. Donc, ça permet de ritualiser un peu la reconnaissance, qui est un élément assez important. Et donc, ces 3 produits, ça nous permet en fait d'avoir une cartographie de ce qui se passe au niveau de l'engagement pour les entreprises. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit état des lieux de l'engagement, donc comment les entreprises perçoivent ça. Et j'aimerais bien commencer par toi, tes retours terrain, ce que te disent les entreprises, ce que tu observes. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner à la fois les défis pour les entreprises et aussi les tendances dans ces entreprises-là? Je sais que vous avez un article de blog sur les tendances de la gestion des talents qu'on vous partage sur le chat, donc vous pourrez regarder ça après. Et puis, je te laisse la parole un peu sur les tendances. Bien sûr, alors avec grand plaisir. Donc, c'est vrai que déjà, il y a un premier constat, c'est que entre les secteurs des grands comptes, il y a des tendances différentes. Donc, je vais essayer d'uniformiser ça avec 3 observations.
Il y a des process et des métiers qui évoluent, mais il y a aussi des attentes qui évoluent par rapport aux collaborateurs. Et donc, pour les engager, on identifie aussi 3 types d'actions et donc de typologies d'entreprise. On va parler premièrement de l'entreprise étendue, parce qu'aujourd'hui, les salariés ne sont pas que des salariés. Il y a des nouveaux modes, en fait, d'employabilité au sein d'une entreprise. Donc, on peut être aussi bien freelance que entrepreneur, que en remote ou de toute façon déplacement constant. Donc, on a des nouveaux cas en entreprise à gérer. On a aussi le cadre de l'entreprise apprenante. Les salariés sont en constante demande de formation continue. On n'est plus sur des attentes ponctuelles à des moments T sur un métier précis. On veut de plus en plus évoluer et être diversifié dans sa carrière. Et enfin, la dernière typologie d'entreprise, c'est l'entreprise inclusive. On a aujourd'hui un quotidien qui est prenant et les entreprises, on leur demande aussi d'être à part entière impliquées. Et donc, notamment sur des sujets par rapport au vieillissement, par exemple, des populations, ou aussi à la santé, comme on intègre quelqu'un qui peut être malade ou en difficulté dans des équipes. Et c'est notamment via ce biais-là que des entreprises comme Gymlib ont un certain essor, puisque on a un impact direct sur la santé des collaborateurs pour améliorer leurs conditions physiques. Donc voilà, l'activité, en l'occurrence, peut avoir un impact très concret, puisqu'on a réalisé une étude avec Opinionway en 2019 sur la considération et les bénéfices du sport en entreprise. Et on note aujourd'hui que 74% des gens estiment que proposer une activité physique en entreprise est une réussite pour les conditions et performances de travail. Et 66% des gens considèrent que ça les rend encore plus motivés, encore plus engagés en interne. D'accord, ouais. Et est-ce que tu peux nous parler des défis du coup Bien sûr. Là, encore une fois, c'est très rattaché au secteur d'activité d'une entreprise. Un groupe industriel n'a pas du tout les mêmes considérations qu'un groupe dans la technologie ou un métier de service. Encore une fois, je vais essayer de globaliser par rapport à mon expérience. On remarque qu'avec la digitalisation des talents, il y a de plus en plus de distance et de difficultés à réengager les liens par la digitalisation, notamment la communication se fait par des leviers plus distanciels, comme le mailing ou des intranets. Donc, c'est vrai qu'on a plus ce rapport de lien et comment on engage des gens qui sont nomades ou en déplacement perpétuel et qui ne sont pas à côté de nous. Il y a aussi la question du sens. C'est vrai que le rajeunissement des populations, on en parle beaucoup avec les générations X ou Y, challenge beaucoup les priorités et les missions en entreprise. Alors, on a tous du sens foncièrement dans son travail. Le tout est de le valoriser et de le communiquer. Et ça, c'est des choses auxquelles, aujourd'hui, c'est très compliqué quand on a des milliers de salariés d'uniformiser. Et donc, il faut trouver des leviers aussi managériaux pour pouvoir avoir ces relais-là. Et enfin, il y a aussi un attrait à la culture d'entreprise. Évidemment, quand on a un groupe qui existe depuis 15, 20, 30 ans, il faut réimpulser aussi une dynamique. Et ça peut être compliqué quand on a une histoire comme ça à valoriser et à transmettre. Donc, le fondement, en fait, de ces 3 typologies, pour moi, surtout sur les grands comptes, ça va être l'agilité. Et l'agilité, c'est quelque chose qui est très délicat à mettre en place effectivement sur les grands comptes aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'ils font appel à des startups comme nous, qui peuvent apporter une dynamique et une impulsion un peu différente dans leur structure. Nous, c'est pareil avec la différence des enquêtes annuelles par rapport à ce qu'on propose du micro-sondage qui va être fractionné. Ça permet d'avoir de l'agilité. En fait, d'un sondage à l'autre, on peut, si on a un taux de participation qui est un petit peu faible, on peut recommuniquer sur la démarche pour augmenter le taux de participation. C'est pas one shot, en fait. On a effectivement cette agilité. Et on n'embarque pas 10 personnes comme 10 000. Donc, tout à fait. Et du coup, nous, on a une approche un peu plus théorique sur le sujet, mais c'est intéressant parce que ça rejoint ce que tu dis. Nous, ce qu'on observe, c'est un décalage de perception en fait entre les directions et les collaborateurs. Avec par exemple cette étude du cabinet Hayes qui nous dit que 79% des dirigeants contre seulement 33% des collaborateurs pensent que leur entreprise incite à la mobilité interne. Donc ça, c'est un exemple qui est juste sur la mobilité interne et ça rejoint un peu ton principe d'entreprise étendue qui a vraiment un désalignement en fait entre les directions et leurs employés. Et ça, en fait, du coup, si on le rapproche à l'engagement au travail, ça fait qu'il y a vraiment un manque de visibilité pour ces directions sur ce qui se passe au niveau de l'engagement chez leurs employés.
Et du coup, on a des chiffres qui sortent comme ça, comme celui de Gallup en 2017, qui nous dit que 85% des gens sont désengagés au travail, ce qui paraît énorme, ça paraît fou. Et du coup, ça tire la sonnette d'alarme pour les entreprises qui se disent « il faut que je fasse quelque chose ». Seulement, derrière ce chiffre, voilà, il veut un peu tout et rien dire, elles savent pas forcément comment agir parce que c'est que la partie émergée en fait de l'iceberg. Et du coup, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe en dessous. Il se passe encore plein de choses en dessous. Et c'est pour ça que toutes les possibles raisons du désengagement, on les a mis en rouge sur fond bleu pour bien montrer qu'ils sont illisibles, qu'ils sont difficiles à atteindre. Et ça peut être les horaires de travail, la relation avec son manager, ça peut être l'espace de travail, mais c'est aussi la taille de l'entreprise qui va jouer. Et donc, le but, c'est de se dire comment on redonne de la clarté sur tous ces facteurs-là qu'on n'arrive pas à capter aujourd'hui. Donc maintenant, on va essayer de parler un peu des pistes de solutions. Je pense que c'est ce qui intéresse les gens. On va voir justement comment on peut faire ça, donc comprendre l'engagement, le mesurer et puis après l'améliorer avec des actions comme la pratique du sport et toutes ces autres actions. Chez Supermood, on aime bien s'inspirer quand on fait quelque chose. Et là, on trouvait que cette phrase, elle allait bien avec notre pratique et la pratique de nos clients. C'est des phrases qu'on les publie d'ailleurs sur LinkedIn toutes les semaines avec des chiffres aussi intéressants sur le monde du travail. Donc, vous pouvez aussi vous abonner sur notre LinkedIn et aller voir ça. Là, en l'occurrence, on trouvait que cette phrase était bien puisque c'est Marie Curie qui nous dit que rien dans la vie n'est à craindre, tout doit être compris. Une grande dame, exactement. Et très inspirante pour nous. Et du coup, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire et ce qu'on aime que nos clients fassent parce que quand ils se lancent dans une démarche comme Supermood, en fait, c'est ce qu'ils font. Donc, on va essayer de comprendre un peu le vécu de nos collaborateurs sans le craindre. Pour comprendre ce qu'engagent nos collaborateurs, comment faire ? En fait, le plus simple, c'est de leur demander. Mais pour que ce soit efficace, il faut leur demander d'une manière adaptée, qui soit structurée avec une méthodologie pour que derrière, on puisse agir et que ce soit efficace. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est la méthode de la boucle de feedback. En fait, on va prioriser les sujets. Donc, en tant qu'entreprise, on va définir les sujets sur lesquels on peut et on veut agir. Après, on va engager en fait un dialogue avec les parties prenantes de l'entreprise sur ces thèmes-là qu'on a identifiés comme importants. Ce dialogue, ça doit nous permettre d'avoir une mesure parce qu'il nous faut des choses factuelles ensuite pour pouvoir prendre des décisions. Les COMEX ont besoin de chiffres, ils agissent sur des chiffres, donc il faut que les DRH aussi aient des chiffres à amener aux COMEX. Et puis enfin, on va agir parce que c'est quand même le but de faire ça. Si on dialogue mais que derrière il n'y a pas d'action, en fait le dialogue va se dégrader petit à petit. Donc, on va dérouler cette boucle de feedback ensemble dans ce webinaire. On a aussi un livre blanc qui sort la semaine prochaine qui la détaille qui la détaille un petit peu plus. Donc, vous pourrez voir ça la semaine prochaine. On le partagera aussi sur LinkedIn. Donc, prioriser, c'est la première chose à faire. Pourquoi ? Parce que il faut un peu choisir son sujet, se dire qu'est-ce qu'on va faire, sur quoi on va agir. Et donc, pour prioriser les choses sur l'engagement, il faut en fait avoir un minimum de connaissances et avoir une méthode. L'engagement, on l'a vu avec l'iceberg, c'est très complexe, donc c'est un peu une forme qui est mal définie comme ça, et ça, on peut pas le mesurer, c'est difficile de le mesurer. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire une mesure ? En fait, on va modéliser ça, on va le simplifier, on va modéliser la réalité pour pouvoir la comprendre, la mesurer et agir dessus. Et donc, chez Supermood, c'est ce qu'on a fait, et donc ça nous a donné les 10 leviers de l'engagement, donc ce sont 10 thématiques qui sont reconnues pour être importantes dans l'engagement des collaborateurs, leur bien-être, leur satisfaction. Donc, je peux vous en citer quelques-uns, la relation manager, la reconnaissance, le fait d'avoir de l'impact qui rejoint le sens, ce que tu disais, l'évolution, aussi le bien-être, évidemment. Est-ce que toi, tes clients qui viennent te voir, les entreprises avec qui vous travaillez, ils ont un peu ces mindsets-là ? Est-ce qu'ils ont des thématiques qu'ils veulent aborder ? Est-ce qu'ils ont un schéma de pensée ou c'est complètement déstructuré ? Alors, c'est difficile à dire d'une traite sur... il y a des exceptions et il y a des maturités différentes. Donc, il y a des entreprises qui sont plus ou moins avancées sur ces thématiques-là, qui ont des process plus ou moins établis aussi sur la participation des salariés, notamment sur les feedbacks. Et en fonction d'un secteur à l'autre, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Donc, il faut vraiment prendre en compte la spécificité de chaque entreprise. Et je suis aussi là pour les orienter par rapport à nos enjeux et nos programmes. Et donc, l'idée par rapport à ça, c'est soit Gymlib se greffe dans une dynamique déjà existante et on est force de proposition pour adapter nos services en fonction. Mais la plupart du temps, je reconnais que c'est plutôt flou. Il n'y a pas de dynamique précise. Et on est, nous, force justement de cadre
pour leur dire que effectivement, il faut, pour orienter un impact et une traçabilité des actions claires, une ligne directive. Okay. Donc, par rapport, tu analyses leur situation et tu leur proposes une vraie stratégie sur le long terme. Et on sait que selon le secteur, les enjeux ne seront pas les mêmes. Donc là, on est aussi apte à donner des chiffres, à donner des impacts clés. Par exemple, les groupes industriels vont davantage s'orienter sur les enjeux de santé et de prévention. Donc là, nous, il est de notre devoir aussi de donner ces indicateurs-là et de faire des KPIs ensemble. Et pour, par exemple, les métiers de l'audit ou du conseil, là, on sera plus sur des enjeux de fidélisation des talents, parce que le marché est beaucoup plus tendu et que les populations sont beaucoup plus mobiles aussi. Et donc, il y a des gens qui sont beaucoup plus loin. Donc, comment on recrée de l'engagement vis-à-vis d'eux? Et là, la stratégie de communication en interne n'est pas la même et les traceurs ne sont pas les mêmes. Donc, à nous, effectivement, de donner des guidelines là-dessus. D'accord, ok, super. Là, on va passer à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, une fois qu'on a identifié ces sujets, comme tu disais, ça va être d'engager le dialogue. Parce que par exemple, chez Supermood, ce qu'on fait, c'est des questionnaires. Mais même si on fait des questionnaires, en fait, ça se différencie d'un questionnaire qu'on va faire pour une étude en psychologie, en sciences sociales. Il faut vraiment, là, on est sur une situation réelle. On interroge les gens dans leur quotidien. On prend la place un peu de la direction. Et donc, il faut adapter son discours, adapter son moyen de communication avec du vocabulaire, qui va être adapté, être respectueux et faire des choses simples et ludiques. Et c'est pour ça que chez nous, chez Supermood, plutôt que les grosses enquêtes annuelles qui sont un petit peu froides, on favorise vraiment des micro-sondages avec des petites questions qui sont agréables et qui vont être plutôt fréquentes. Du coup, ça fait vraiment ce yo-yo de je réponds à des questions, on me partage les résultats, on peut discuter des résultats et puis je réponds à d'autres questions tout en sachant qu'il y a vraiment tout ce dialogue qui est mis en place. Chez Gymlib, j'ai cru comprendre aussi que le dialogue, c'était assez important. Par exemple, j'ai vu sur votre site internet, vous encouragez les collaborateurs à mettre le sujet du sport, à parler du sujet du sport avec leur direction et donc engager le dialogue avec sa direction sur, par exemple, le sujet du sport ou d'autres actions. Du coup, comment vous faites, comment vous abordez ce sujet du dialogue? Alors, le dialogue, déjà, il y a plusieurs choses. Dans une partie de notre accompagnement, il y a toute la partie événementielle, effectivement, et communication en direct avec les salariés, parce qu'on trouve que les leviers d'action sont aussi d'aller à la rencontre des gens. On parlait, encore une fois, de digitalisation et de distance. L'impact le plus fort est quand même, au final, l'implication émotionnelle et donc le physique. Le bouche à oreille parce que les gens du coup parlent aussi de choses agréables et ludiques. Donc on parlait de la machine à café, effectivement, le sujet de Ginny revient souvent dans ces moments-là. Et on les crée, on les procure, notamment par des événements, des team building, des tournois. Et c'est vrai que ça sort du cadre habituel de la communication en interne. Et après, on favorise aussi, via ces démarches Cali et Quanti, des mouvements de recommandation, parce que c'est important et que les gens de plus en plus se posent la question de comment choisir son entreprise, à le valoriser aussi sur des plateformes type Glassdoor, Choose My Company, parce que ça donne aussi un engagement supplémentaire du salarié de s'exprimer sur ce qu'il ressent en interne. D'accord, ok. Donc en fait, vous favorisez un peu l'interaction, vraiment d'aller au contact, d'aller au physique, voir les gens concrètement. Vous faites intervenir des équipes qui les rencontrent? Tout à fait. On a une équipe d'animation qui vient en interne promouvoir déjà le geste de la direction de mettre en place un programme bien-être, ce qui est rare aujourd'hui en France. Il n'y a que 7% des entreprises qui mettent en place ce type de programme. Donc, c'est important que ce soit connu et vu de tous. Ouais. Et donc, de différenciant aussi. Voilà, c'est très différenciant. Et ça crée du lien différemment. C'est-à-dire que quand on va faire un foot avec son manager, on n'a plus du tout le même rapport avec lui que si on le voit qu'en comité de direction ou en bilan annuel. Ouais, et donc, on a besoin de ce lien-là. Et les gens qui sont à distance aujourd'hui ont aussi besoin de créer du lien avec leurs collègues. Donc, comment on suscite ces interactions dans des paramètres où, au final, on n'a pas forcément le lieu ou le moment, et c'est aussi un vecteur chez nous. Ok, c'est intéressant. Et c'est pareil, nous, c'est ce qu'on fait chez Supermood, au-delà de simplement faire des questionnaires qui sont digitales, et c'est très pratique, le digital. Toute la communication autour de la démarche, en fait, là, va y avoir beaucoup de physique. On va imprimer des affiches qu'on met dans le couloir, on va faire intervenir des gens, on va souvent sur place pour communiquer sur la démarche, surtout que c'est quand on interroge les collaborateurs, ils se disent est-ce que c'est anonyme, est-ce qu'ils ont plein de questions, et donc de nous voir venir agir et de voir leur manager qui échange avec nous et qui échange avec eux aussi. Pareil, ça va augmenter toute la participation et tout le succès en fait de ce type de démarche, quoi.
Donc, c'est vrai que c'est très important ce côté physique et ce côté dialogue et échange qui doit être un peu permanent et récurrent. Ensuite, pour pouvoir valoriser tout ça, il faut obtenir des chiffres. Et donc, il faut avoir des indicateurs. Il faut pouvoir mesurer. Donc, c'est la troisième partie de la boucle de feedback. Donc, on avait envie de vous parler un peu, de parler aux gens de ce qu'est un bon indicateur RH. Donc, pour que vous puissiez un peu choisir vos indicateurs, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait? Il faut qu'il soit simple à mesurer parce qu'il ne faut pas qu'il prenne ni trop de temps, ni trop de ressources, que ce soit pour vous en tant que RH, que DRH, que directeur ou même manager. Et il ne faut pas que ça prenne trop de temps non plus aux collaborateurs. Sinon, il va y avoir un essoufflement et on aura des mauvaises mesures, on n'aura pas assez de participation. Ensuite, il faut qu'un indicateur il soit discriminant. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il permette de différencier les différentes populations, de différencier quelqu'un qui est content de quelqu'un qui n'est pas content. Sinon, il ne sert à rien. Et enfin, il faut qu'il soit actionnable parce que c'est le but de tout ça, c'est d'avoir ensuite qu'il nous permette de prendre des décisions, parce que la première action, c'est prendre des décisions, faire des choix. Et ensuite, il faut qu'il nous permette, une fois qu'on a pris ces décisions, de les activer et de vraiment mettre en place des actions. Donc, on avait envie de vous montrer un peu un indicateur RH qui est très utilisé, qui s'appelle l'INPS, Employé Net Promoter Score. C'est un peu le parallèle du NPS, qui est la satisfaction client, mais là, c'est tourné vers l'employé. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent, il y a beaucoup de cabinets qui l'utilisent. Il est simple, le but, c'est de poser une question unique qui est « Recommanderiez-vous votre entreprise comme une entreprise où il fait bon travailler ?» On répond sur une échelle de 0 à 10 et en fait, ça nous donne un peu le niveau de satisfaction des gens. Cet indicateur, il est simple à mesurer parce qu'en fait, c'est une seule question. Donc, c'est très facile à faire. Ça va très, très vite. Il est discriminant parce qu'il nous permet de différencier effectivement les gens qui sont engagés des gens qui ne sont pas engagés et identifier les différentes populations. Et puis, il va être actionnable si on l'analyse un petit peu plus en profondeur. Si on regarde son historique, si on regarde les scores par équipe, là, on va avoir des idées, on va pouvoir prendre des décisions et dire je dois mettre mes ressources sur cette équipe-là ou je dois mettre mes ressources sur la période de Noël. Nous, dans le retail, par exemple, à la période de Noël, il y a une forte charge de travail et ça joue sur l'engagement aussi. Donc, je dois concentrer mes efforts ici parce que c'est là que c'est important. Et il va être d'autant plus actionnable, en fait, si on l'enrichit avec d'autres indicateurs, forcément. Donc, ça va être avec des questions ouvertes qui permettent d'avoir des données qualitatives, donc des commentaires des gens qui vont donner des solutions, qui vont pouvoir vraiment s'exprimer. Et en plus, eux, ça leur donne une fenêtre d'expression. Et donc, c'est vrai, ils sont vraiment dans du dialogue. Et avoir aussi d'autres indicateurs chiffrés un peu plus précis sur différents thèmes. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. On reprend nos 10 thématiques, nos 10 leviers de l'engagement. On pose des questions dessus et ça nous permet d'avoir une cartographie un peu comme ça de l'engagement et de se dire, tiens, ce trimestre-là, il faut que je priorise l'évolution ou la reconnaissance ou l'espace de travail. Et c'est là-dessus que je vais mettre, mes actions, exactement, mes ressources. Et est-ce que vous, quand tu travailles avec des clients, ils ont cette approche un peu data-driven? Est-ce qu'ils ont des KPIs? Est-ce qu'ils vous demandent un retour sur investissement, un ROI, comme on dit, ou pas, quoi? Oui, alors c'est souvent hyper intéressant d'avoir ces approches-là. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a effectivement des actions traçables, tracées, pas forcément suivies ou pas forcément actionnées derrière. Et nous, on a pour objectif aussi dans nos programmes d'avoir une vision, alors pas héroïste, parce que nous, on considère que le bien-être n'a pas une ligne de compta à la fin du bilan de l'année pour dire le bien-être égale X% de rentabilité nette. Ça n'existe pas. Donc, on est aussi là pour aider les directions à valoriser leurs actions, plus sur un retour sur investissement, mais davantage sur un retour sur engagement. Donc, tous nos reportings sont alignés effectivement pour montrer l'impact des programmes, pour voir quel est le taux de participation réel, quelles sont les fréquences d'usage, quels sont les lieux d'usage, et d'affiner aussi du coup nos stratégies régulièrement. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire vivre aussi nos programmes sur des courts et moyens termes et d'avoir des feedbacks avec les entreprises en ayant pour appui ces statistiques et en agissant régulièrement. Parce que faire des stats en fait d'une année sur l'autre sans avoir vraiment de paramètres de comparaison, au final, c'est comme si on avait une ligne de comptabilité qu'on ne faisait jamais vivre au final. Ok, très bien.
Du coup, on va pouvoir passer à la phase de l'action, qui est, je pense, presque le plus intéressant du coup. Nous, notre petit conseil côté Supermood sur les actions, en fait, pour les services RH, ça va être d'identifier où est-ce qu'ils ont de la valeur ajoutée et où est-ce qu'ils peuvent se faire aider, où est-ce qu'une autre personne aura plus de valeur ajoutée. Et donc, c'est de vraiment prioriser un peu comme ça leurs actions, leurs objectifs et un peu être le chef d'orchestre, identifier les besoins. Et puis après, rediriger, en tout cas, engager les bonnes personnes dans les démarches, que ce soit les managers, les employés, mais aussi des outils externes comme des outils de formation ou alors comme Jivin pour le sport, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment ça vous n'allez pas pouvoir tout faire tout seul et c'est pas le but. Et c'est pour ça que nous, on parle de dialogue aussi, puisque on envoie des sondages, on récupère les résultats, on les partage et puis on demande aussi aux gens, est-ce que vous avez des idées, est-ce que vous avez des solutions? Et puis après, nous-mêmes, on conseille les entreprises, on est là pour les aider et aussi leur conseiller les meilleurs acteurs. En fonction, on va leur proposer des partenaires de formation, plein d'autres acteurs comme ça, quoi. Vous, chez Gymlib, du coup, vous êtes un des pros de l'action qui marche, qui est impactante. Vous savez vraiment faire ça, c'est votre cœur de métier. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qu'une action qui marche, comment on fait une action qui marche et surtout comment on fait une action, comment on ne fait pas une action qui ne marche pas? Oui, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelque chose de fond, c'est-à-dire éviter des initiatives, ce qu'on peut considérer comme superficielles, et d'avoir une vraie démarche derrière pour une stratégie de long terme. C'est-à-dire que si on fait effectivement des enjeux one-shot, derrière, ça fait un peu comme un effet soufflé, c'est-à-dire il y a un effet pop et derrière, il n'y a pas de suivi. Donc, on est plus, nous, dans une régularité d'action, d'accompagner évidemment le changement, ce qui n'est pas forcément simple pour les grands groupes, et d'être créatifs et originaux là-dessus. Ensuite, c'est l'initiative sans résultat. C'est aussi pour ça qu'on a tous ces leviers de suivi et de reporting, notamment pour vous les sondages. C'est d'avoir une visibilité, de pouvoir la tracer, de pouvoir l'améliorer, l'optimiser en fonction d'un baromètre, par exemple, avant et après, et d'être force, encore une fois, de proposition au fur et à mesure de ces initiatives. Et le dernier levier, et le plus important, je pense, c'est l'initiative inconnue. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font plein de petites choses, et c'est génial. Le problème étant, c'est inconnu au bataillon, et personne n'en fait cas. Et même elle ne souhaite pas communiquer sur l'espace public, alors que c'est vraiment différenciant, alors que c'est bienveillant et que c'est un investissement. Et donc, il faut valoriser aussi ça pour que les gens considèrent davantage leur implication en interne. D'accord, ok. Nous, c'est pareil, on essaye aussi de conseiller les entreprises quand on arrive au résultat, de leur proposer aussi des recommandations. Et vous, je sais que vous avez, je crois, un e-book de solutions innovantes qu'on va vous mettre sur le chat, que vous pouvez télécharger. Tu le connais, tu veux en parler ou... Alors, en fait, chez Gymlib, c'est vrai qu'on évangélise beaucoup le marché sur toutes ces stratégies de bien-être au travail. Donc, on a notamment un blog qui recense énormément d'articles et d'e-books, de méthodologies. Donc, je vous invite à le consulter si vous avez notamment des sujets spécifiques. Et effectivement, n'hésitez pas après à demander à Jimmy si vous voulez des conseils. Mais je vais pas en parler maintenant parce que cet e-book est tellement vaste. Je crois qu'il fait une 30aine de pages, donc amusez-vous dessus. C'est un gros e-book et donc on pourra effectivement affiner sur des thématiques spécifiques. Ok, très bien. Du coup, on arrive un petit peu à la fin de la discussion. J'espère que ça vous a aidé. On va pouvoir répondre à toutes vos questions. Mais avant de passer à ça, on voulait vraiment être sûr, de toute façon, vous aurez la présentation et le replay. On voulait être sûr de vous laisser avec 3 idées fortes, importantes pour nous. La première, c'est que pour comprendre quelque chose, que ce soit l'engagement ou autre chose, mais là, c'est l'engagement, c'est vraiment de se créer un cadre d'analyse et donc de modéliser, créer un modèle comme on vous l'a présenté ici, simplifier la réalité pour pouvoir agir dessus. Ensuite, au niveau de l'engagement, mais même dans les entreprises en général, on le voit aussi pour les actions, c'est d'animer une boucle de feedback pour que ce soit vraiment, on l'a dit plusieurs fois, un dialogue, mais un dialogue qui soit structuré et efficace. Et puis enfin, c'est d'éviter un peu les stratégies one-shot, c'est-à-dire les coups d'épée dans l'eau où on fait un truc, c'est sympa, mais en fait, on ne l'a pas inscrit dans la durée. Et donc, c'est vraiment ce qu'on vous conseille, c'est ça, c'est de voir une stratégie long terme, toujours sur l'année, que ce soit pour interroger les collaborateurs ou pour mettre en place des actions, avoir un peu ce côté long terme.
Voilà. Du coup, on va passer aux questions. On va regarder un petit peu ce qu'il y a comme question. Alors, pour l'instant, il n'y a qu'une seule question. C'est Sandrine qui nous dit quel type de micro-sondage est-ce? Anonyme, participatif, ou obligatoire? Quel est le canal utilisé pour faire un retour? Alors, du coup, je pense qu'on parle des sondages Supermood. Je pense aussi. Ça semble évident. Du coup, c'est pour le type de micro-sondage, en fait, le principe, c'est on reçoit un mail, donc les collaborateurs reçoivent un mail avec un lien, ils peuvent cliquer dessus, le sondage s'ouvre. Ça marche très bien à la fois sur smartphone et sur ordinateur, c'est sur son mail pro, donc il n'y a pas d'application à télécharger. C'est pour, éviter cette friction, mais pour pas télécharger une appli pro sur le téléphone perso des personnes. On ne veut vraiment pas faire ça. Et après, donc, c'est des sondages qui sont courts et c'est des questions soit fermées sur une échelle de 1 à 5, soit c'est des questions ouvertes, donc on peut répondre avec un petit commentaire. C'est complètement anonyme, vraiment. Et même les sondages, en fait, ils sont un peu brandés Supermood parce qu'on est tiers de confiance. C'est-à-dire que les gens nous donnent leurs informations, nous donnent leur vécu, et nous, on le restitue de façon complètement anonyme aux entreprises. Donc voilà. Et c'est participatif, c'est pas du tout obligatoire, c'est pour ça qu'on parle de taux de participation. Nous, on regarde le taux de participation. S'il est un peu trop faible, on essaye de l'améliorer, mais sur toutes nos entreprises, on a un taux de participation moyen de 70%, et du coup, c'est quand même assez bien, parce que, encore une fois, déjà, très souvent, c'est représentatif, et puis on n'est pas dans une étude, on est juste on veut que les gens s'expriment. Et en plus, on a des moyens d'action pour améliorer ce taux de participation petit à petit. Donc, c'est vraiment anonyme et participatif. On a une autre question de Nicolas. Donc ça, c'est une question sur l'article de blog. Il demande les sources des chiffres, notamment pour la tendance RH5. Je trouve les 2 chiffres très intéressants. Alors, j'ai pas forcément l'article de tête pour le coup, mais toutes les références des articles et toutes les statistiques sont en l'occurrence à la bas de page de l'article. Donc, normalement, vous avez toutes les références chiffrées. Pour le coup, j'ai pas la stat en tête. Il faudrait que je puisse la voir. Ok. Alors, on me la montre. Alors, du coup, la statistique, c'est 75% des demandeurs d'emploi prêtent attention à la marque employeur d'une organisation avant de candidater à un poste sur les études LinkedIn. Donc ça va être issu notamment d'une stat LinkedIn, j'imagine. Voilà, la réponse, elle est là. Et du coup, on a aussi Élise qui nous demande de remettre le dernier slide. Je le remets, mais de toute façon, on va vous partager la présentation à la fin, donc vous les aurez, et puis vous avez le replay. Donc, si vous voulez, on le rappelle, mais c'est modéliser l'objet qu'on essaye de comprendre, ici l'engagement, animer une boucle de feedback, et puis inscrire sa stratégie dans la durée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors... Hop. Les KPIs sont souvent... Donc, une question de Sandrine encore. Les KPIs sont souvent quantitatifs. Qu'en est-il des KPI qualitatifs? Ouais, c'est intéressant. Alors, est-ce que vous en avez Alors, c'est intéressant parce que des KPIs qualitatifs, nous, on va plus se porter sur les retours des salariés en direct, c'est-à-dire qu'ils sont aussi capables de nous faire des remontées. Et c'est ça, nous, qu'on va chiffrer, en fait. Après, en termes de KPIs, on est plus sur des démarches effectivement stratégiques de valeur d'échelle. Et quand je parle de retour ou de stats, là, ça va être plus du quali, effectivement, parce qu'on est sur un rapport humain et donc on est sur une valorisation plus du service. Okay. Nous, ce qu'on fait aussi chez Supermood par rapport au qualitatif, c'est qu'en fait, on fait des questions ouvertes, donc on a beaucoup de verbatim, de commentaires des personnes, et en fait, tout ça, en fait, on l'analyse, on a des psychologues en interne qui analysent ça, et donc, à partir de ça, on peut dire qu'on a un peu des KPI qualitatifs, mais surtout, en fait, on en refait du quantitatif en faisant les thèmes qui sont le plus souvent remontés, et puis est-ce que c'était des thèmes qui étaient abordés de façon positive ou négative, est-ce que c'était plutôt violent ou pas, et donc c'est un peu comme ça qu'on a une idée un peu qualitative, mais à la fois sur de la masse de personnes. Alors, il y a une question dans le chat.
Par rapport aux formations ou animations proposées à l'entreprise suite au diagnostic, quelles peuvent être les propositions de thématiques? Alors, ben, en fait, ça va dépendre vraiment des commentaires, et à la fois des commentaires, à la fois des scores. Par exemple, sur nos 10 thématiques, quand on voit que le levier d'engagement, relation avec le manager est un peu faible, bah là, on va conseiller des formations plutôt sur le thème du management. Autant on aura aussi donc la thématique de l'évolution, et ça, ici, du coup, l'évolution, bah, c'est très large. Va y avoir, en fait, en général, on pose des questions ouvertes, et puis on a un peu toutes les formations qui ressortent, et c'est là où on disait qu'on passe du qualitatif au quantitatif, puisqu'on dit 33% des gens veulent une formation en anglais, ou des choses comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'on choisit un peu les thématiques. Et puis après, il y a aussi un côté apprentissage entre collaborateurs, où nous, on identifie ça aussi, on a des questions un peu sur ce thème-là, qui est, OK, tu as envie d'apprendre l'anglais, ou tu as envie d'apprendre à développer sur une nouvelle technologie, en fait, tu as un collègue qui sait le faire et qui, lui, aime apprendre ça, et du coup, organiser une séance d'apprentissage là-dessus. Et c'est aussi à ça que ça sert, nous, nos résultats, de se dire, il y a des gens qui peuvent se manifester en disant mais ça, moi, je sais et j'aimerais bien l'apprendre, parce qu'en plus, c'est valorisant, ça redonne aussi du sens au travail. On se dit, tiens, aujourd'hui, je viens et cet après-midi, en fait, je vais apprendre à des collègues à faire un truc, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Et après, nous, c'est un peu plus factuel, effectivement, sur ces démarches d'animation, parce qu'en général, elles sont liées à tout ce qui est, par exemple, bien-être au travail. Donc, il y a notamment des semaines dédiées, ce que je formalise par la semaine de la QVT et que les entreprises trouvent très pointées, notamment sur la santé, sur l'équilibre vie pro, vie perso, sur la nutrition, sur la gestion du stress. Et donc là, il y a effectivement beaucoup d'interventions sur site. Et donc, ils sont liés effectivement sur ce thème-là. Je trouve que c'est une très bonne semaine, mais c'est bien aussi de l'éparpiller tout au long de l'année avec des démarches qui, comme on disait, pas uniquement ponctuelles, mais qui s'inscrivent en fait dans la vie au quotidien des salariés. Et donc là, on n'est plus tant sur de la formation à proprement dit, on est vraiment sur de l'action et de l'animation en interne. Ok. On a une question de Véronique aussi qui nous dit, est-ce que la présence de structures type hospitality management ou conciergerie d'entreprise joue sur l'engagement des équipes? Alors, je vais me permettre là pour le coup de répondre, parce que c'est effectivement des sujets nous qui reviennent dans la stratégie QVT des grands comptes ou des petites entreprises d'ailleurs. Oui, ça engage les salariés parce que ça leur apporte en fait un équilibre de vie, ça leur apporte des services complémentaires en interne, et ça montre aussi l'implication de l'entreprise vis-à-vis d'eux sur leur quotidien. Après, encore une fois, mettre une conciergerie sans valoriser ce qui peut être bénéfique pour le salarié n'a pas forcément d'impact. Donc, il faut aussi veiller à ce que le message passe bien. Et il faut effectivement une concordance de services entre la typologie des salariés et les actions qui sont mises en place. Donc, mettre, par exemple, une conciergerie sédentaire à des gens qui sont pas au bureau, ça n'a pas forcément de lien avec leurs habitudes et leur consommation. Donc, il faut veiller à ça, qu'il y ait une cohérence là-dessus. Et typiquement, nous, ce qu'on vous conseillerait avec Supermood, c'est derrière, en fait, faire des questions sur ça. Des questions et en amont et après pour dire, j'ai aimé l'action, comment on pourrait l'améliorer, pourquoi ça n'a pas d'impact. Et du coup, toutes ces questions de se dire, en fait, ça permet de valider ces hypothèses. J'ai l'hypothèse qu'une conciergerie, ça va augmenter l'engagement. Là, je peux le tester en situation réelle. C'est-à-dire, je mets en place l'action le mois d'après ou au bout de 3 mois, parce que ça aussi, ça prend un peu de temps quand même. On peut tester si c'est bon et si on réitère l'expérience, quoi. Alors, c'est vrai qu'on parle de test là maintenant. Dans les grands comptes, la notion de test peut avoir justement beaucoup de freins. Et on revient un peu à la notion d'agilité, c'est que c'est soit tout ou rien, souvent. Et je pense qu'il faut aussi que de plus en plus, le message avec les nouvelles générations passe sur le test and learn. Et c'est là où, effectivement, des interlocuteurs comme nous peuvent aider les grands comptes. C'est qu'ils n'ont pas cette culture du test and learn. Et donc, les pilotes sont des très bonnes solutions pour justement voir quel est l'impact d'un service en interne. Tout à fait. Il nous reste 5 minutes, on va prendre encore quelques questions. Il y a Cécile qui nous dit, vous indiquez que seuls 7% des entreprises mettent
côté des actions de bien-être en interne, quels sont les bloquants que vous avez pu rencontrer lors de la mise en place d'actions sportives? Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a une vraie évolution du mode de consommation sur... Alors, on parle beaucoup de sport, mais je vais parler de bien-être en général parce que Gym Libre, c'est pas uniquement du sport pur et dur. Il y a aussi beaucoup d'activités ludiques et collectives. Et les freins liés à ça, c'est simple, ça va être notamment les moyens, parce que le premier angle que les gens ont voulu faire, c'est mettre des institutions en interne, donc soit des salles de sport, soit des cours de coaching. On se rend compte que ce sont des coûts très engageants pour une entreprise et que les taux de participation, au final, sur l'ensemble d'un effectif, sont plutôt faibles. On note en général 5 à 10% des gens qui s'y rendent concrètement, voire moins quand c'est des cours de coaching, parce que la capacité d'accueil est limitante. Donc, les freins en fait à ces dispositifs-là sont tout simplement les moyens, la culture aussi, parce qu'il y a une culture française malgré tout qui est encore en mutation sur ces sujets-là. Par exemple, en Suède ou dans les pays nordiques, ce sont des organismes obligatoires. On est obligé de mettre à disposition aux collaborateurs des offres de bien-être ou de sport parce que c'est une culture. Donc, il y a effectivement une évolution aussi par rapport à la dynamique des salariés qui crée aussi ces demandes-là par rapport aux mobilités. À l'époque, on était très sédentaire au final, il n'y avait pas forcément beaucoup de mouvements. Donc les gens n'identifiaient peut-être pas le moyen aussi de mettre ce genre de choses en place. Et on entend encore des phrases du type le bien-être des salariés, c'est le bien-être, c'est le travail. Donc on est au travail en fait, et on n'est pas sur des considérations personnelles. Et le sport peut être considéré comme une chose personnelle, alors qu'elle a quand même une dynamique impactante sur la performance en entreprise. Ok. Juste pour vous rappeler aussi que nous aussi, on est data-driven, donc n'hésitez pas à aller sur l'onglet sondage et de noter ce webinaire pour nous dire un peu comment c'était. Ça nous permettra de progresser. On a encore quelques minutes pour d'autres questions. Il y en a pas mal au final. On va devoir choisir un petit peu. Donc, concernant l'engagement des collaborateurs, une question de Nicolas. Que pensez-vous d'impliquer les salariés, notamment dans la construction de la démarche RSE? Avez-vous déjà pu œuvrer sur ce sujet? Côté Supermood, et puis après je te laisserai répondre. Ouais, nous, effectivement, on a plusieurs entreprises où on fait en fait du collaboratif en questionnant les collaborateurs sur la RSE. On a même nous développé ce qu'on appelle une campagne RSE, c'est-à-dire c'est un ensemble de sondages qui sont typiquement sur la RSE. Donc, est-ce que je trouve que mon entreprise est engagée là-dedans, et sur quelle voie on devrait s'engager, quelles actions on devrait mettre en place. Et du coup, ça permet vraiment de façonner en fait sa démarche RSE à partir des idées des collaborateurs et de eux ce qu'ils ont envie. Et c'est ce qui permet aussi de leur redonner du sens au travail et puis d'avoir quelque chose de cohérent. À côté de ça, Supermood, c'est une action RSE en soi. On a des entreprises qui, dans leur bilan annuel, en fait, dans la page RSE, rajoutent qu'ils ont mis en place la démarche Supermood, qui est une démarche en fait sociale d'écoute des gens, quoi. Je sais pas si... Oui, je suis assez alignée avec ça, dans le sens où aujourd'hui, de plus en plus, les collaborateurs prennent part en fait à la vie de l'entreprise, et notamment sur le RSE, se sentent engagés et se sentent aussi valorisés si l'entreprise est engagée. Donc, il y a effectivement une cohérence là-dessus. Et pour le coup, on a effectivement, nous, des entreprises où les salariés sont même acteurs, en fait, des propositions de bien-être au travail. Et on voit notamment des salariés qui portent leur projet en entreprise sans intervention même de décideurs. Donc, c'est une fracture quand même dans les process aujourd'hui de mise en place RSE, parce que initialement, ça n'avait qu'un effet pyramidal, alors que là, on voit effectivement des interventions beaucoup plus fréquentes. Et nous-mêmes, chez Gym Libre, on a des systèmes effectivement de demande individuelle, et on regroupe en fait beaucoup de salariés qui nous demandent dans leur entreprise et qui font les propres démarches. D'accord, ok. Super. Il y a une question de Philippe aussi sur Supermood. Donc, pour Supermood, accompagnez-vous en interne les dirigeants, managers, collaborateurs dans ces animations? Alors, je ne sais pas forcément de quelle animation il parle, mais en gros, nous, dans tout ce qui est dans la communication, en fait, avant de lancer un projet, on a une équipe de projet avec un psychologue du travail, un account manager qui est consultant. Et en fait, on va faire l'analyse des besoins. Donc, on va vraiment les encadrer sur
identifier ce qu'ils veulent faire et définir la stratégie. Puis après, on va les accompagner sur la communication. Donc, je vous parlais des affiches, de venue sur site. On leur fait aussi un peu la stratégie de la communication. On s'adapte aussi à leur façon de communiquer habituelle. Et puis après, effectivement, au niveau de l'analyse des résultats, par exemple, parce que c'est aussi nouveau pour les entreprises d'avoir des résultats comme ça, RH qui tombent un peu tous les mois, on les forme à l'utilisation de l'outil. Et puis on est toujours là en conseil pour la création de questions personnalisées, c'est-à-dire ils ont juste à nous contacter, on vérifie leurs questions, on leur propose des questions, on fait des workshops, et puis on les aide à analyser les résultats, à identifier vraiment les choses importantes. Et on a une base de recommandations en fait qui est dans notre plateforme. On a directement 200 recommandations qui sont aussi triées par nos 10 thématiques. Et donc si j'ai un sujet faible, nous on vous aide à partager, et puis après on vous propose, en fait, vous pouvez directement aller piocher les recommandations qui ont été faites par des anciens clients ou qu'on a trouvé dans de la littérature scientifique, les meilleures actions par rapport à cette thématique-là. Donc voilà un petit peu comment on accompagne. Et puis on aime bien être aussi proche des gens. Et du coup, n'importe quelle personne, même un collaborateur, peut contacter le support, peut nous contacter. On en a déjà eu qui nous appelaient, qui disaient « je suis pas d'accord avec les questions ». Bon, alors les questions, on les choisit avec la direction, mais on répond nous-mêmes et on discute avec la personne et on échange avec elle. Et généralement, derrière, elle est assez contente de voir qu'elle a des humains avec qui échanger, quoi. Moi, je vois une dernière question de Clément qui me paraît assez intéressante. Est-ce qu'on a le temps ? Ouais, super. Comment parvenez-vous à convaincre vos clients que le héroïne n'est pas la bonne culture pour mesurer l'impact de vos actions de sport et de bien-être en entreprise ? Alors, attention, je dis pas que c'est pas une bonne culture. Évidemment qu'il faut s'appuyer sur des chiffres et notamment de pouvoir le mesurer. Je dis simplement qu'il y a un angle, effectivement, de réflexion qu'il faut avoir sur le bien-être et les valeurs humaines où on ne va pas avoir les mêmes statistiques que par exemple les accidents de travail ou l'absentéisme. On a des chiffres du coup là qu'on peut tracer. Dire que on met un programme du bien-être et que si la personne est du coup mieux dans ses conditions physiques, elle est plus performante. Il y a des études qui le prouvent, mais on n'est plus sur des lignes de statistiques. Et donc, comment les convaincre ? Tout simplement par la logique d'action et de mesurabilité, c'est-à-dire que nous, on donne toutes les clés de mesure. Le financier en fait évidemment partie, puisqu'il y a forcément des coûts et donc des réflexions sur ces coûts. Mais derrière, il y a aussi des suivis qui sont beaucoup plus impactants sur les retours, notamment des salariés, sur la dynamique qui en est créée, sur les moyens de communication et de leadership. On est un levier pour favoriser en fait ces terrains-là. Ok, merci. On arrive au bout. Si vous voulez continuer à discuter avec nous, vous pouvez nous contacter sur nos adresses mail. Moi, c'est paul@supermood.fr et toi, et moi, c'est Axel, axe2le@gymly.com. Et puis, on est aussi sur LinkedIn. Vous pouvez nous contacter directement sur LinkedIn. Côté actualité pour Supermood, le mois prochain, il y aura un autre webinaire sur la communication interne qui va être intéressant. Donc, je vous conseille de suivre ça et de vous inscrire. Et puis, on a aussi la semaine prochaine 2 livres blancs qui sortent. Un sur l'analytique RH, donc qui parle vraiment de cette boucle du feedback, avec plein d'exemples de nos clients, plein de cas différents. Et puis un autre sur les indicateurs RH, donc vraiment comment choisir ces indicateurs RH. Donc il y a à la fois le côté ce qu'on a dans Supermood, mais on sort aussi du cadre de Supermood avec des indicateurs comme l'absentéisme, le turnover, qu'on explique un peu et qu'on référence ici dans les 30 indicateurs importants pour les RH. Super. Côté Gymlib, je sais pas. Eh ben, nous, on participe à un prochain webinaire le 14 novembre avec France Stratégie, notamment sur le sport en entreprise et les nouveaux modes de consommation. Donc voilà, retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci beaucoup. On vous dit au revoir. Au revoir, merci.